5 habitudes des personnes les plus prospères au monde, l'état d'esprit. Lorsque vous observez des personnes très performantes, elles savent qu'elles peuvent vous dire qu'elles font ceci, cela, et ils cherchent toujours à s'améliorer. Ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont énervés s'ils le sont souvent. Bien sûr, je n'ai pas médité ce matin. Et j'étais un peu frustrée. Quelqu'un m'a demandé, nous étions à notre réunion d'aujourd'hui à Soho House. Il m'a demandé comment s'était passée votre méditation. Parce qu'il sait que j'aime méditer. J'ai répondu, vous savez, j'ai raté ce matin, j'ai raté hier, mais j'ai raté ce matin, c'est agaçant. Ça agite vraiment les personnes très performantes lorsqu'elles ne sont pas en forme. Ils sont énergiques. Et la troisième grande habitude personnelle, qui, soit dit en passant, j'enseigne la haute performance depuis une décennie, nous avons le séminaire numéro 1 sur ce sujet, et le cours en ligne numéro 1. Et j'avais tort. Je n'ai jamais su que c'était la chose à faire, et vous allez rire, parce que, mec, j'aurais pu vous faire asseoir. Mais je ne savais pas. Je savais que je l'enseignais comme un sous-texte. Mais je n'ai pas toujours su ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est que les gens très performants augmentent la nécessité. Cela signifie qu'ils font naître la nécessité de la performance dans leur esprit avant chaque performance. Ils se disent, je dois faire du bon travail. Et ils se donnent des raisons de savoir pourquoi c'est bien, savoir pourquoi c'est bien pour se donner un avantage. La chose la plus importante, je pense, est d'être amoureux de l'action, des verbes, des actes réels, du goutte à goutte, si vous voulez parler en termes sportifs, vous savez, le dribble, le tir, l'entraînement. Mais le partage est une autre chose, il y a toujours une sorte de générosité dans la réalisation. Et un sentiment juste parce que vous êtes comme, je ne sais pas, si c'est la générosité, le partage est à propos de la générosité, c'est à propos de ça, peut-être que c'est ce que c'est. Peut-être que c'est s'investir suffisamment dans son métier pour arriver à quelque chose dont on a vraiment l'impression qu'il faut que ce soit dans le monde. C'est un sujet qui me passionne vraiment en ce moment. Je crois que le doute de soi est l'un des plus grands tueurs de rêves. Alors, comment peut-on développer sa confiance en soi et la maintenir malgré les changements, le stress et les incertitudes qui ne cessent de se manifester ? Oui, une fois que vous avez atteint un certain niveau, il y a une nouvelle incertitude. Je pense donc qu'il est ironique d'appeler cela la confiance en soi. Parce que je ne pense pas qu'elle vienne de l'intérieur. Je pense que notre confiance en soi vient de l'extérieur, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Ou vous pensez que c'est de là qu'elle vient, en général ? Que nous sommes mal orientés par le nom. Lorsque nous disons « bâtissez-vous une confiance en vous », l'instruction nous dit d'aller à l'intérieur, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je pense que c'est une fausse orientation. Les enfants ne naissent pas avec la confiance en soi. Leur confiance se construit grâce à leurs parents, à leurs amis et à leurs enseignants, qui les récompensent lorsqu'ils réussissent et les poussent lorsqu'ils échouent. Lorsqu'ils peuvent faire mieux, le simple fait de dire aux enfants qu'ils sont géniaux tout le temps ne renforce pas la confiance en soi, c'est même tout le contraire. C'est vrai. Pour ma part, je peux vous dire que, d'après ma propre expérience, ma confiance en moi vient à 100% des relations que j'ai avec les autres. Elle vient à 100% des relations que j'entretiens. Ce n'est pas une force intérieure profonde. Vous savez, un trapéziste de renommée mondiale ne va pas essayer un tout nouveau numéro de défi à la mort pour la première fois sans filet. Ce sont donc les gens qui font partie de ma vie. C'est lorsque je doute de moi, que quelqu'un me dit « tu as ce qu'il faut », que quelqu'un me dit « je crois en toi », que quelqu'un me dit « quoi qu'il arrive, que ce soit une réussite ou un échec, je serai à tes côtés », parce que c'est à ce moment-là que j'ai la confiance nécessaire pour faire des choses difficiles. C'est ainsi que j'ai confiance en moi pour faire des choses difficiles, n'est-ce pas ? Je n'ai pas une batterie naturelle qui me permet d'être bravache. Oui, je ne sais pas si la confiance en soi, vous savez, être un grand preneur de risques n'est pas une indication de la confiance en soi pour moi, vous savez, sauter d'un avion et sauter d'un avion avec un parachute sont deux choses différentes. C'est vrai. Pour moi,
la confiance en soi se mesure. Et il devrait y avoir un certain degré de doute. Mais je pense que la vraie confiance en soi, c'est de se croire incroyablement capable de faire ce que je fais. Et je n'aurais pas la force de faire les sacrifices que j'ai faits, ou de continuer à me réveiller tous les jours pour conduire afin de diffuser ce message, si j'étais seule. Ainsi, lorsque nous parlons de renforcer la confiance en soi, je pense que l'erreur que nous commettons est de regarder à l'intérieur. Je pense que la réalité est que nous essayons de renforcer notre confiance en soi. Nous devrions nous tourner vers nos amis, nous devrions soigner nos relations, lorsque je cherche à renforcer ma confiance en moi. La question est de savoir qui m'entoure. Est-ce que je dois prendre soin d'eux? Vous savez, la façon dont nous construisons notre confiance en soi en aidant quelqu'un d'autre à construire la sienne, c'est un acte de nous construirons notre confiance avec un acte de service. Mais ce n'est pas vrai, pas seulement dans le sens large où nous faisons partie de ces tribus, comme les grandes tribus qui savent ce que signifie être chrétien ou être américain ou être australien ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est également vrai dans les petites tribus auxquelles nous appartenons, ce que signifie être un voisin dans la rue, ou un membre de la salle de sport CrossFit locale, ou faire du bénévolat pour une organisation locale. Toutes ces tribus, tous ces groupes auxquels vous appartenez ont un ensemble d'attentes partagées, un ensemble de normes partagées. Et la clé, si vous voulez construire des habitudes qui durent, si vous voulez changer la façon dont vous interprétez les signaux, c'est de rejoindre un groupe où le comportement que vous souhaitez adopter est le comportement normal, n'est-ce pas? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'exercice, mais aller à la salle de sport leur semble beaucoup, c'est difficile, c'est un sacrifice. Mais il y a aussi des gens qui vont à la salle de sport chaque semaine, et c'est tout simplement normal. Ils n'ont pas l'impression d'être obligés de le faire. C'est le comportement désiré, le mode de vie normal, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les musiciens. Si vous voulez apprendre un instrument, fréquentez des gens qui jouent tout le temps. Si vous fréquentez un groupe de musiciens, c'est comme si vous vous disiez, oui, nous jouons. Nous jouons 4 jours par semaine. Mais si nous jouons 7 jours sur 7, il se trouve que c'est ce que fait la tribu. La raison pour laquelle les normes sociales influencent tant notre comportement, c'est que nous voulons appartenir à la tribu, nous voulons être amis avec ces gens. Nous ne voulons donc pas perdre cette amitié ou cette appartenance en violant les normes. S'il y avait un génie et qu'il vous accordait un souhait, mais un seul, quel serait votre souhait? S'il n'y a qu'un seul souhait, quel serait votre souhait? Vous savez, la plupart des gens diraient de l'argent ou ceci ou cela. Mais vous pensez que l'apprentissage est là, je pense que beaucoup de gens pensent que la matrice est comme le téléchargement de la matrice. C'est là que je peux apprendre le jujitsu. Dans un deuxième exemple, vous apprenez une langue, une compétence. Donc je pense que le hack que beaucoup de gens feraient, c'est que s'il s'agissait d'un seul souhait, ils souhaiteraient plus de souhaits, n'est-ce pas? Des souhaits à l'infini. L'équivalent serait donc que je sois votre génie de l'apprentissage et que je puisse vous accorder n'importe quel souhait pour apprendre n'importe quel sujet ou n'importe quelle compétence, comme devenir un maître en la matière. L'équivalent, quel est l'équivalent de la réponse à la demande de souhaits infinis? Ce serait d'apprendre à apprendre, parce que si vous pouvez apprendre à apprendre, le monde est à vous, surtout aujourd'hui, parce que personne qui écoute, qui regarde n'est payé pour la force brute, c'est leur force cérébrale, ce n'est pas votre force musculaire, c'est complètement votre force mentale. Et le défi, c'est que votre cerveau n'est pas accompagné d'un manuel d'utilisation. Il n'est pas facile à utiliser. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Mais le modèle illimité est un schéma explicatif, un cadre qui permet d'apprendre tout ce que l'on veut plus rapidement. Et pas seulement cela, mais aussi pour accéder à notre potentiel humain. Car je pense que s'il existe une ressource infinie et illimitée sur la planète Terre, c'est bien la capacité humaine. Notre détermination est sans limite. Il n'y a pas de limite à notre imagination. Il n'y a pas de limite connue à notre créativité. Et pourtant, nous ne montrons pas comment y accéder. Ce cadre est donc un cadre en 3 parties. Et ce que je propose à tout le monde, c'est d'en faire une sorte de petite classe de maître, de la rendre vraiment attrayante. N'écoutez pas passivement, car le cerveau humain n'apprend pas par la consommation, mais par la création et la créativité, et en s'impliquant dans les choses. Je sais que beaucoup d'entre nous apprennent plus vite lorsqu'ils se retroussent les manches et qu'ils agissent. J'encourage donc tout le monde, pendant qu'ils font de l'exercice, qu'ils nettoient la maison ou quoi que ce soit d'autre, à essayer de s'impliquer dans ce projet.
Les personnes très performantes recherchent la clarté. Ce que cela signifie pour eux, c'est que chaque fois qu'ils se trouvent dans une situation, ils recherchent la clarté et fixent leur intention. Et ce n'est pas comme s'ils le faisaient une fois de temps en temps, c'est plus souvent comme, vous savez, j'ai eu la chance de travailler avec Oprah Winfrey. Lorsqu'elle a une réunion. Au début de chaque réunion, elle demande, quelle est notre intention ici? Quelle est l'intention? Elle ne lit pas l'ordre du jour. Quelle est l'intention? C'est ce qu'elle fait à chaque réunion. Elle cherche donc la clarté au début de chaque réunion. C'est pour cela qu'elle était extraordinaire, n'est-ce pas? Si vous pensez à l'ensemble de sa carrière, elle essayait toujours de faire en sorte que les gens cherchent à savoir qui ils étaient. Pour qu'ils puissent être eux-mêmes. C'est ce que font les personnes très performantes. Si vous regardez de vieilles séquences de Kobe Bryant, il dira « Je suis juste un fan de tous ces gens et je vole leurs mouvements. Et j'essaie de faire mieux le jeu. » Et Kobe est l'un d'entre eux. Il a grandi avec des cassettes VHS, ce qui fait que c'est complètement, vous savez, la façon dont on me l'a expliqué, c'est comme quand vous pouvez regarder des replays d'autres joueurs, des joueurs célèbres qui regardent leurs mouvements. Vous pouvez étudier sur le canapé en tant que joueur, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être contre eux pour cette idée que vous êtes d'abord un fan, que vous ingérez toutes ces choses d'abord, et que vous les absorbez et les mélangez, puis à travers votre pratique, toutes ces choses finissent par jaillir et elles sortent dans un nouveau, c'est comme un gombo dans votre tête. Tu sais, tu ne fais qu'ajouter des choses et finalement, à la louche, il en sort quelque chose de nouveau. Vivre et non survivre, soyons prospères.